On est encore très heureux de vous retrouver, mais comme chaque soir, 19h, 20h30 sur Live TV, la télé sans filtre, c'est le talk des vacances avec l'équipe qui vous enjaille pendant ces vacances, il faut le dire. Hein, enjaille désormais, c'est dans le dictionnaire, on lance, donc c'est un mot officiel. L'équipe qui vous enjaille pendant toutes ces vacances, c'est bien l'équipe du talk des vacances. Merci de rester avec nous pendant toutes ces vacances. Alors, bienvenue au talk des vacances. La chose que vous allez remarquer pendant cette émission, c'est que les filles ont décidé de faire face aux garçons. On ne sait pas trop pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Les filles d'un côté, regardez le tableau, et les garçons d'un autre côté. Non. Voici le tableau Vous la connaissez pas qu'on vous offre aujourd'hui, et c'est Rayana qui a organisé le plateau ici. On ne sait pas trop pourquoi, mais bon, concentrez-vous sur l'émission, vous allez peut-être comprendre. Bonsoir Rayana. Bonsoir Eric Landry. Ça va, Eric? Ça va et toi? Pardon, Eric, bien quoi. Je viens de boire mon café. Fallait rester là-bas. Ça va? Fallait rester ici. Fallait commencer là-bas. Pourquoi avoir changé de place? Non, j'avais jamais vu Gandhi vraiment de face pendant ses interventions. Donc là, c'était important pour moi de pouvoir voir. Tu vas le perturber, le mec. Qu'est-ce qu'il ressent concrètement quand il dit certaines choses? Lui qui aime tant les femmes claires. Aussi, il puisse me regarder. Elle est tombée sous mon charme, hein. Je pense qu'elle pourrait le dire clairement. Le grand. Et c'est... Bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Rayana, assis, comment ça va? Allez, le bon souhait, le bon souhait, le bon souhait. Bonsoir. Bonsoir. Arnaud, Non, Gandhi. ça va super Arnaud. bien. Bonsoir à tous. Arnaud Bonsoir Goï. Gandhi. Très Bonsoir bien. Assi. Bonsoir Aïcha. J'aime bien Bonsoir à tous ceux qui le nous suivent. veston avec du pagne. C'est original. Merci. C'est super. C'est du pagne d'où? Franchement, Tu je ne connais sais pas, tu ne sais pas. Je sais pas. On a J'ai cousu, porté tu as sur porté. moi. C'est ça. Très bien. D'accord. Alors, la deuxième épouse de cette équipe, comment ça va? Oui, vous êtes face to face. D'accord. Voilà, c'est ça le truc. Ça va Aïcha. très bien et toi? Ça va. Ça va, je suis Tu as quand été très active sur le terrain aujourd'hui avec ton équipe. même... Oui, tu nous j'étais seras sur le encore terrain. plus utile que 3 d'habitude. reportages ce matin, c'était sportif. Très bien. D'accord. Merci d'être avec nous. Eh ben, merci à vous de me recevoir. Et puis de faire ce travail immense. Hein. Je rappelle que Aïcha, elle est à la rédaction ici, donc vous allez la voir de temps en temps sur le terrain en train avec une caméra et son équipe derrière Ouais, qui on l'accompagne. me voit pas, mais on voit mes reportages. Ben voilà, c'est exactement ça et tu fais du beau travail. Merci beaucoup. c'est Voilà, gentil. ça fait l'actu, on y va tout de suite. D'accord. Ça fait l'actu, c'est côté santé, 28 cas confirmés de variole du singe, monkeypox, du nom qu'ils ont trouvé. Les Ivoiriens doivent-ils s'en inquiéter, Arnaud Goï? S'en inquiéter, je ne crois pas, parce que l'attitude à avoir lors d'une endémie, pandémie ou épidémie, c'est vraiment garder son calme et surtout suivre les différentes instructions des autorités. Effectivement, au 1er août 2024, on a enregistré en Côte d'Ivoire 6 cas de ce type de variole du singe. Le nom compliqué que vous avez dit, c'est juste la traduction en anglais. Et on se rend compte qu'en moins d'un mois, aujourd'hui, on a plus d'une vingtaine de cas avec un décès. Les autorités estiment que ce n'est pas encore alarmant, mais en tout cas, il faut rester à l'affût des différentes dispositions qui nous seront communiquées pour éviter qu'il y ait propagation de ce virus. Vous n'êtes pas spécialiste de la question, mais j'aimerais quand même vous demander, poser la question peut-être à Rayana, la personne qui est inspirée pourra répondre. À quel moment doit-on s'alarmer? Moi, je pense qu'il faut s'alarmer déjà dès les premiers cas, à partir de maintenant. S'alarmer, ce n'est pas forcément partir dans une forme d'euphorie ou d'inquiétude ou d'angoisse. C'est surtout pouvoir prendre certaines dispositions pour ne pas déjà contracter le virus. Et ces dispositions passent, comme Arnaud le disait tout à l'heure, on nous communiquera les attitudes à adopter. Mais moi, je pense que ça devrait déjà être communiqué parce qu'on a déjà des cas. On a déjà enregistré un décès ou même plus, si je ne me trompe pas. Voilà. Un décès pour 28 cas. Voilà, donc on est déjà en fait dans la situation où il faut déjà connaître j'ai envie de dire, les mesures à prendre. Ça a déjà été fait. Ça a déjà été fait, d'accord. Je te laisse finir. Comment? Parce que moi, j'ai Non, pas je vais te le l'information, dire. donc j'imagine que beaucoup de gens n'ont pas l'information, donc c'est un peu difficile pour la population aujourd'hui de pouvoir prévenir en fait ces cas-là. Bah donc non, je vais en tout cas, on l'a laisser passé au Aïcha, journal de l'AFT. Non, le gouvernement a communiqué là-dessus. Le gouvernement ivoirien a carrément interdit en fait la détention d'animaux sauvages vivants. Interdit de tenir des animaux sauvages à domicile ou sur un terrain ou dans un hôtel, parce qu'il y a des gens qui le font aussi dans un hôtel. Il a interdit aussi, enfin pas interdit, mais recommandé fortement d'éviter de manger de la viande de brousse.
Voilà, oui, c'est passé sur Live TV. Toi, je ne regarde pas notre journal. C'est vraiment dommage. Donc, et puis, dans un communiqué, le ministère des Eaux et des Forêts a précisé qu'il s'agissait notamment de détention de singes. Hein. On ne parle pas des animaux, évidemment, pas les cochons, pas singes, chats, banzés et autres animaux de compagnie qui vont ressembler à ça. Donc les rongeurs également. Et je signale aussi Mangouste et autres que les gens cherchent. Tout ce qui est dans la même famille en fait. Oui, hein. Oui. Je signale également que l'Agence de santé de l'Union africaine a déclaré, donc avant l'OMS, le mardi 13 août, une urgence de santé publique face justement à cette épidémie-là. C'est dommage qu'il a fallu un cas en Europe, notamment en Suède, pour que ce soit international. Voilà. Et ça, c'est vraiment dommage. De plus en plus de terrain. Après, il y avait un seul cas. C'est une maladie qui a été découverte en Europe. Cette fois, ce n'est pas en Afrique. Et ça date déjà les premiers cas datent de 1958, si je m'en tiens aux informations, au Danemark, au Copenhague. Et c'est là qu'on a eu les premiers cas. En Europe, on a une forte concentration en Europe, ce sont 10%. Déjà en Afrique, il y a la RDC qui se distingue comme le pays ayant le plus gros taux en fait, de cas. En Côte d'Ivoire, pour l'instant, ce n'est pas alarmant, même si on a un décès, je pense que c'est déjà déplorable. Mais c'est déjà d'inviter les autorités à pouvoir sensibiliser, à pouvoir endiguer, comme l'a dit l'autre tout à l'heure, en fait, ce mal-là. D'accord. Ce n'est pas alarmant. Moi, j'aimerais qu'on dise que ce n'est pas alarmant parce que nous avons les moyens de contenir la chose. Parce qu'un décès, c'est déjà, moi, en mon sens, hein, un décès, c'est déjà alarmant. 28 personnes contaminées, c'est déjà alarmant. Mais déjà, en moins de 2 mois, on a eu plusieurs cas déjà en Côte d'Ivoire. Mais ça dit quand on s'en tient déjà avec tous les chiffres qu'on a. On ne dirait même pas, je ne te coupe pas, mais même pas en un mois. Hein, je veux dire, du 1er à maintenant, on n'est pas encore, on n'a pas terminé le mois. Donc en 2-3 semaines, on a déjà 28 cas dont on décès. Et puis j'aime bien hein, quand Aïcha nous rappelle un peu ce communiqué du gouvernement, mais je ne pense pas que ce soit vulgarisé et que tout le monde ait l'information. Je ne pense pas que l'information soit vulgarisée au point d'en être à un point de sensibilisation, parce qu'on reste quand même, j'ai envie de dire, des citoyens. On a nos quotidiens. On sait que quand on va sur les réseaux sociaux, on a l'habitude, quand il y a ce type, j'ai pas envie de dire de pandémie parce que ça n'en est pas encore là, mais quand il y a ce type d'alerte, on a l'habitude de recevoir de façon plus référencée des messages de sensibilisation. On n'en est pas encore là, malheureusement. Est-ce qu'on n'en est pas à la pandémie? Tu ne penses pas? Parce que quand on dit pandémie, quand ça touche plusieurs pays, quand c'est à l'international. Oui. Pas. Donc il y a le Congo déjà, il y a d'autres pays européens. On peut dire que c'est une pandémie. On a aussi des pays de l'Afrique centrale, comme tu dis. Et c'est l'Espagne à l'heure actuelle qui s'étaille la part du lion en termes de plus grands taux de cette maladie-là. Mais je pense que déjà en Côte d'Ivoire, comme on l'a dit, ce n'est pas alarmant, mais je pense que les autorités doivent... Quand même communiquer les efforts, communiquer de plus. C'est ça. En fait, que les populations puissent savoir. Il serait intéressant peut-être. On n'est pas véritablement encore informé. Il faut une information à grande échelle. Exactement. Et il serait intéressant, pourquoi pas, de recevoir des spécialistes de la question qui nous expliquent vraiment comment est-ce qu'on peut contracter, même si ce n'est pas par la viande de brousse parce qu'on consomme et tout ça. Même est-ce que c'est contagieux? Moi, ce sont des questions que je me pose naturellement. Tout le monde ne se lève pas le matin et étudie les différents cas de maladie et tout ça. On n'anticipe pas assez, malheureusement, en tant que citoyen. Mais recevoir un spécialiste qui peut justement nous sensibiliser à ça, nous expliquer quels sont les remèdes éventuels, à quel moment est-ce qu'on détecte qu'on l'a? Est-ce que c'est juste à l'apparition justement de ces types de boutons ou de plaies? En tout cas, il faudrait qu'on ait plus d'informations, plus de sensibilisation relayée à grande échelle sur la question. Très bien. Le ministère de la Santé donc, fait une conférence de presse demain pour donner toutes les informations concernant donc, cette nouvelle maladie qui a déjà fait donc, une victime parmi les 28 cas détectés. Et certainement, donc, après cette conférence de presse, nous pourrons peut-être avoir quelqu'un de l'INHP sur ce plateau pour en parler, ou même au téléphone pour en parler. Nos équipes seront sur place à cette conférence de presse pour nous rappeler, pour nous ramener plus d'informations pour ce qui concerne cette maladie. On poursuit cette émission, puisqu'il n'y a aucun spécialiste de la santé, on ne va pas s'attarder dessus. Demain, nous y reviendrons très certainement. Poursuivons avec l'info du jour. On dit quoi on en sait beaucoup plus maintenant, on en parlait la semaine dernière. Le déguerpissement donc, a finalement eu lieu. Le déguerpissement est effectif, donc des ferrailleurs de la casse d'Abobo ce mercredi. Après une opposition farouche, Aïcha était sur les lieux avec son équipe. Tout à fait. Elle nous a rapporté des nouvelles. Oui, que vous avez aussi, j'imagine. Donc le déguerpissement, c'est pas vraiment un déguerpissement, c'est une casse en fait. Très bien. On a cassé la casse. On a cassé donc j'allais dire le reste, mais les boutiques qui restaient, on a cassé la casse. Mais ils sont encore là, ils n'ont pas bougé. Ah. Première information, ils sont encore là, ils ne comptent pas partir. Deuxième information, il n'y a pas que des ferrailleurs qui ont été cassés.
D'ailleurs, on est tombé, la première fois qu'on est arrivé, on est tombé sur des boutiquiers qui avaient une boutique qui vendait des produits alimentaires, hein, qui n'avaient rien à voir avec la ferraille. On n'a pas eu le temps d'enlever les climatiseurs? Je commente l'image. Désolé. Et donc on est tombé. Non, mais c'est un problème qui est assez grave parce que beaucoup de personnes, dont cette dame, nous ont dit qu'elles ont été non seulement vandalisées, oui, téléphone, télévision, des choses qui n'ont pas forcément de rapport avec l'objet principal. Et puis, comme je disais, d'autres personnes que les ferrailleurs. Des badauds. Longtemps avant d'arriver au niveau des ferrailleurs, on a rencontré quasiment toute une ligne sur quoi? Peut-être 1 kilomètre, hein, qui a été aussi cassé. Et les habitants, parce que les commerçants n'étaient pas encore là. Ils sont venus à 5 h du matin, très tôt aux aurores. Donc les habitants, c'est les habitants qui étaient là. Ils m'ont même dit que leur sol a tremblé, etc. Leur bâtiment a tremblé, évidemment, parce qu'ils sont partis avec des machines. Donc les habitants ont essayé de leur dire ce ne sont pas des ferrailleurs, ce sont des boutiques normales. Et ils ont dit qu'apparemment, la mairie, hein, les agents de la mairie, ont dit qu'ils devaient quand même vérifier pour voir si ça n'était pas de la ferraille. Pardon. Donc c'est vraiment dommage parce qu'il y a eu plusieurs dommages collatéraux qu'on aurait pu quand même éviter. D'accord. Est-ce que la zone à casser a été circonscrite et identifiée finalement? Ça, c'est une très bonne question. Et malheureusement, on n'a pas vu sur place la mairie, au moment où on est arrivé, en tout cas, ni les autorités. Mais ils ont communiqué, je crois qu'ils ont, le 8e adjoint du maire, hein, je crois qu'il a précisé, il a parlé d'un décret. La mise en œuvre de l'arrêté municipal de 2002 interdisant toute activité de ferrailleurs et de garage dans le périmètre d'Abobo-Anador. C'est bien qu'il ait précisé ferrailleurs et garage, parce que je vous dis justement qu'on a rencontré énormément de commerçants, on a vu leur commerce cassé, ce ne sont ni des ferrailleurs, ni des garages. D'accord. Moi, je vais faire des précisions. En fait, c'est vrai que c'est l'abus du langage aujourd'hui qui parle des ferrailleurs, mais je pense que c'est tous les occupants d'un espace bien déterminé. Et déjà, on avait eu déjà l'agent au maire ici au téléphone qui avait précisé qu'il fallait quitter les lieux et que depuis longtemps, ils avaient eu une mise en demeure concernant en fait leur délocalisation sur ce milieu-là. Donc ce rappel-là, aujourd'hui, la mairie a mis à exécution ce dont elle avait parlé la dernière fois à travers les forces de l'ordre, donc depuis 5 h du matin. Cette fois, il n'y a pas eu d'affrontement, puisque la population a été prise dans l'œuf, si je peux m'exprimer ainsi. Calme. Donc, ils sont venus, elles sont venues, les forces de l'ordre, elles ont cassé les magasins. Et je pense que l'agent au maire a dit on donnait encore 72 heures afin que les occupants... Les forces de l'ordre ont encadré. Ce ne sont pas les forces de l'ordre qui ont cassé. Oui, encadré, merci. Encadré, en fait. Et c'est la mairie, c'est les agents de la mairie qui ont cassé les magasins afin que les propriétaires puissent venir récupérer leurs biens. Si je m'en tiens au communiqué. Mais il faut préciser que, contrairement à ce à quoi on pense, bien ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ce n'est pas en fait un travail du district, c'est la mairie d'Abobo. Et ça, ce sont exclusivement un espace bien déterminé qui était occupé, mais abusivement, on parle seulement que des ferrailleurs. Or, ce n'est pas que seulement les ferrailleurs. C'est ce que je voulais faire comme précision. Est-ce que c'est la fin d'un bras de fer, finalement? Puisque Aïcha dit qu'il y en a qui sont encore là, qui n'ont pas bougé du tout, est-ce que c'est la fin aujourd'hui? Il n'y a pas de place, l'autre côté là, donc ils vont rester. Oui, la fin d'un bras de fer, je ne pense pas, parce que selon ce que Aïcha nous a rapporté, il y a plusieurs ferrailleurs qui entendent demeurer là. Mais comme le disait Gandhi, il me semble qu'il y a peut-être cet élément-là à clarifier, parce que c'est sûrement une zone où des gens ont des droits, des particuliers ont des droits à acheter des terrains, c'est sûrement toute la zone là rasée. Elle est majoritairement détenue par les ferrailleurs, mais il y a forcément d'autres types de commerces autres que les ferrailleurs. Donc si la communication qui a été faite n'a été faite qu'à l'endroit des ferrailleurs en leur disant de se délocaliser, bon, certains disent ne pas vouloir partir, mais d'autres types d'occupants peuvent ne pas forcément être au fait du fait qu'il faut dégager de là et que ce n'est pas un déplacement de la casse vers la nouvelle casse, mais c'est vraiment permettre à des individus de pouvoir entrer en possession de leurs droits. Je ne sais pas si ça a été suffisamment communiqué aux autres types d'occupants, autres que les ferrailleurs, parce que même dans la communication avec l'adjoint au maire qu'on a eu au téléphone, il parlait chaque fois des ferrailleurs, sans toutefois nommer d'autres types de commerces. Donc j'espère que cette communication-là est passée. Si ce n'est pas le cas, ce serait quand même dommage. Et puis deuxièmement, les interrogations qu'on s'est
les questions qu'on a soulevées la dernière fois se posent avec beaucoup plus d'acuité. Est-ce que là où on les délocalise peut abriter tout le monde? Combien coûtent ces endroits-là? Bon, on nous a dit qu'il y a une subvention de l'État pour les aider à se réinstaller, mais vu le nombre de ferrailleurs que l'on aperçoit dans les images et le site qui leur est dédié, même lorsqu'on regarde le site à délocaliser, les dimensions de ce site et les dimensions qu'on nous a communiquées, en tout cas pour ce qui est de la nouvelle ferraille, on se rend compte que ça semble plutôt petit pour accueillir. Pourtant, on se rappelle que l'adjoint au maire, le 8e que nous avons eu au téléphone, nous avait rassuré quant à la suffisance de cet espace, nouvelle ferraille. Donc, oui, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais il me semble que la ferraille qu'on est en train de casser fait, en termes de dimension, doit faire 3 ou 4 fois plus que le site qu'on leur propose également. Donc, je pense que ce sont des éléments à regarder. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il y a tous ces questionnements qui se lèvent. Pourquoi est-ce qu'il y a tous ces questionnements qui se lèvent seulement maintenant, quand il est maintenant temps de passer à l'action, alors que justement les discussions sont engagées depuis bien longtemps? Depuis 2002, il paraît. Ben voilà, donc ça fait très longtemps qu'on a eu le temps de soulever tous les problèmes, de parler des superficies, de parler de qui occupe l'espace. J'estime quand même que si le gouvernement nous fait état donc, de ferrailleurs et de garages, c'est que c'est un périmètre qui est assigné à cette activité. Donc, d'où viennent justement les autres commerçants, les autres types, j'ai envie de dire, d'acteurs économiques qui s'y trouvent? Est-ce que c'est de la sous-location? Est-ce qu'ils ont géré des deals avec ceux qui sont propriétaires de l'espace? C'est tout ça que je n'arrive pas à comprendre et je me dis qu'à un moment, ce bras de fer doit cesser. Ce bras de fer doit cesser. Est-ce que c'est par la force parce que justement les négociations n'aboutissent pas depuis des années et des années? Est-ce que dans le temps, ils n'ont pas été mis à l'aise par la mairie qui a pris des taxes aussi peut-être auprès de ce commerce qui se sont installés? Mais d'une façon ou d'une autre, je pense que c'est un schéma qui doit cesser et c'est ce qui est en train de se faire par la force malheureusement. Il y a des dommages collatéraux dont Aïcha nous parlait tout à l'heure. Malheureusement, après, il faudra juste régler les conséquences de ce qui est en train de se passer. Justement, sur ce que disait Rihanna, chaque fois qu'il y a casse, déguerpissement, etc., on a toujours ce même schéma. Des populations qui disent, des commerçants, etc., qui disent ne pas être au fait, ne pas être informé, ne pas avoir pris leurs dispositions. Et puis on a l'État qui dit j'ai prévenu des années après. Donc qui de l'État ou des populations n'est pas dans le vrai, mais en tout cas c'est quand même inquiétant que pour chacune de ces types d'opérations, on ait toujours ces mêmes scénarios. Mais quand on dit qu'ils ne sont pas informés, qui on informe? Quand on prend ce type de décision, on informe qui? Je ne veux pas être l'avocat de la mairie, mais ce que je sais, la dernière fois, le maire a parlé d'une mise en demeure. Alors quand on parle d'une mise en demeure, en principe, ça veut dire qu'ils ont été déjà informés. En fait, c'est ces occupants. Ce qu'on peut déplorer, en fait, c'est là où on les récasse. Mais je pense que ça, on pourrait parler de récalcitrants. Parce qu'il y a eu déjà des premiers qui se sont déplacés. Il y a des gens qui ne sont pas satisfaits, qui trouvent qu'en fait, il y a leur clientèle à déplacer, il y a des locaux qui ne s'y est pas. Mais là, en ce moment-là, ceux qui ont été ce matin comme envahis n'ont pas été surpris, puisque la dernière fois, l'intervention du maire, c'était de dire comment est-ce qu'on peut trouver un protocole d'accord entre nous pour pouvoir nous entendre sur une date précise. Et on se souvient ils avaient voulu 24 heures, il leur a donné 48 heures. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut pouvoir déplorer, mais quand on finit de casser, en fait, là où est-ce qu'on les met? Mais je ne pense pas qu'ils aient été vraiment surpris. Ils savaient plus ou moins depuis longtemps que ce fait-là allait arriver tôt ou tard. Voilà, c'est ce que je voudrais dire. D'ailleurs, ils ont été honnêtes. Enfin, celui qu'on a interrogé, en tout cas ceux qu'on a interrogés, on dit qu'ils savaient. Évidemment. Après, j'ai vu derrière qu'il y a des gens qui lui ont reproché de dire ça, mais c'est important de dire la vérité, ils étaient au courant. Et par contre, ils ne savaient pas le jour ni l'heure. Voilà. Ils ne savaient pas le jour ni l'heure, et je pense que c'est important ce qu'a dit Arnaud par rapport à la communication. Parce que ceux dont je parle, qui disent qu'ils ont été cassés à tort, peut-être qu'effectivement, ils ont mal compris et que c'est toute la zone en fait, qui est englobée. Ou peut-être c'est la latence qu'il y a donc, entre la signature de la décision de casser et le moment où on passe à l'action. Parce que depuis 2002, qui met à l'aise les occupants. Il y a eu des crises en Côte d'Ivoire, on peut mettre ça sur ce fait, mais il y a eu des moments quand même de paix assez longs. Pourquoi la mairie n'est pas passée à l'acte au point de laisser les occupants s'agglutiner et se multiplier? C'est un bon questionnement, mais en même temps, moi, je me mets, j'ai envie de dire, les occupants, s'ils tiennent vraiment à leur business, à partir du moment où ils savent que l'endroit où ils sont installés est menacé,
Bon, la mairie, elle casse quand elle veut. Hein. À partir du moment où elle a signifié, elle a ses raisons, elle a ses dates, elle casse quand elle veut, mais quand tu sais que tu dois partir, tu dois partir. Si la mairie devait regarder aux intérêts de chaque occupant, je ne pense pas que les communes évolueraient, je ne pense pas que le pays évoluerait si on devrait regarder aux émotions de chaque occupant, surtout quand ce n'est pas sa place. Non, mais moi, je pense que sur ça, la mairie a assez communiqué. C'est vrai que les occupants peuvent ne pas être d'accord, mais à la question de savoir est-ce qu'il n'aura plus d'affrontement, il n'aura plus de guerre, je pense qu'avec ce à quoi on a assisté ce matin, c'est la fin de la guerre. C'est la fin du bras de fer. Voilà, le bras de fer. Ils ont bien compris qu'ils doivent bouger et aller posséder le lieu qu'on leur a donné. On rappelle à Bobo Ndotré. C'est cela, à Bobo Ndotré. C'est pas trop loin donc, du stade des Bimpe. Ouais, c'est pas si loin. Sur cette question, on a quand même des petites réactions de nos internautes. Donc Moussa Silla qui pense donc, dans cette histoire de décarpissement, il y a quand même de la mauvaise foi de la part des occupants. Donc ce serait qu'ils savent tout simplement que ce n'est pas leur place et qu'ils continuent d'enclencher le bras de fer avec la mairie. Alors on a Titi Elone qui nous dit, voilà, aujourd'hui de toute façon était le jour et l'heure. D'accord, mais écoutez, on va vous dire Yako, hein, parce que vous avez fait des investissements, même si vous n'avez pas écouté les communiqués, les informations qui vous ont demandé de vous déplacer. On vous a donné 48 heures au lieu de 24 que vous avez demandé. C'est dommage que vous ayez laissé des gens casser vos climatiseurs, comme nous avons vu, tout votre matériel. On va vous dire Yako, on est de tout cœur avec vous. On espère que vous allez pouvoir trouver un site, une bonne place où reprendre votre affaire pour vous occuper de vos familles. On passe à un autre sujet. Il est sport cette fois et c'est le fait du jour. J'ai un peu l'habitude de l'appeler Soupratoni, la main fantôme. Bon. Pendant la fête de l'indépendance, ce n'était pas la main, c'était les deux mains qui tenaient cette Coupe d'Afrique des Nations. C'était les deux mains. D'accord? Je voudrais saluer avec beaucoup de respect, parce que j'ai beaucoup d'admiration pour lui, Yassine Idriss Diallo, le président de la Fédération ivoirienne de football. La question qu'on va se poser dans cette émission, c'est bien le trophée de la CAN qui est présenté aux États-Unis. Du coup, on démarre avec une question à Panonceau, bien sûr, pour ou contre cette énième, le mot est bien choisi, exhibition du trophée de la CAN. Pour ou contre? D'accord ou pas d'accord? Vous avez le droit donc sur nos réseaux sociaux de commenter et de dire oui ou non et de lâcher vos commentaires. Il y a quelqu'un qui vous espionne et qui va lire. Ils sont ivoiriens bien, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas d'accord? C'est pas d'accord. Arnaud n'est pas d'accord. Gandhi non plus n'est pas d'accord. Rayana n'est pas d'accord. Et puis Aïcha est d'accord. Aïcha, pourquoi tu es d'accord? Non, si on pouvait l'exhiber même au pôle Nord, c'est parce qu'on n'est pas encore arrivé là-bas, c'est pour ça. Bim! Non, c'est parce qu'on n'est pas encore arrivé là. Je veux dire, on ne peut pas s'en lasser. Et puis, c'est pas n'importe quelle joie, c'était une joie, pas des joies. Parce que cette joie-là, vraiment, c'était pas morceau par morceau, c'était vraiment Non, là, par contre, c'est pas morceau par morceau. De toute façon, on a gagné. Et puis, on ne sait pas quand est-ce qu'on va gagner encore. Il faut en profiter, il faut savoir profiter de toutes les petites joies. Là, en plus, c'est une grande joie. On va aller au pôle Nord. On va aller là-bas. D'habitude, je ne lève pas mon panonceau. Mais bon, voilà. D'habitude, je ne fais pas ça, mais bon, je fais ça aujourd'hui. Mais tu vas argumenter. Je fais ça, je donne mon panonceau. Il t'a jeté son sifflet. Très bien. Pourquoi on vous interroge? Non, c'est moi qui interroge d'abord. C'est moi qui interroge d'abord. Alors, Arnaud Goï, pourquoi? Pourquoi pas d'accord? Parce que si l'objectif, c'est de promouvoir le football ivoirien, déjà, bon, c'est bien, on a gagné la CAN, on a suffisamment médiatisé, même à l'indépendance, on a fait ressortir le trophée, etc., on l'a exhibé et tout. Je trouve que mon propos, c'est qu'il faut autre chose pour vendre la Côte d'Ivoire? Non, pas seulement pour vendre la Côte d'Ivoire, mais pour vendre notre championnat. Parce que on ne s'en rend sûrement pas suffisamment compte, mais il y a vraiment un gap entre l'équipe nationale de Côte d'Ivoire et notre championnat. Notre championnat où il y a peu de communication. Bon, Dieu merci, ces dernières années, on a quelques sponsors qui se sont rajoutés aux sponsors qu'on avait avant, mais on a peu de mobilisation dans les stades, etc. Et ce n'est pas le fait d'exhiber le trophée qui va redonner des notes de noblesse à notre football local. Il faut se poser la question si c'était le but. Mais allons-y. Oui, j'ai dit si. J'ai commencé par si. Et puis, deuxièmement, pas d'accord aussi parce que dans toutes ces différentes sorties du trophée, que ce soit pendant les vacances, donc quand je parle de vacances, je parle des vacances des joueurs. La trêve au niveau des championnats à l'étranger, voilà, aux journaux éléphants. Que ce soit pendant la trêve ou même en saison. On se rend compte que c'est jamais les sportifs qui
qui parade avec le trophée. C'est jamais le capitaine, c'est jamais le vice-capitaine, c'est jamais le deuxième capitaine, c'est toujours le président de la fédération. Après tout, c'est vrai, la fédération a mis tous les moyens, la fédération a accompagné les joueurs, je suis complètement d'accord. Et le trophée est complètement collectif. C'est pour toute la Côte d'Ivoire. Mais ceux qui ont joué sur le terrain, ce sont comment on appelle ça, les joueurs. Imaginez-vous que pour la fédération de taekwondo, le président prenne les médailles et puis il se promène partout avec ça, alors qu'il y a l'athlète lui-même qui... Donc, je trouve... La médaille est à l'athlète. Oui, je suis d'accord. La médaille appartient à l'athlète. La Coupe d'Afrique des Nations, elle appartient au pays. Est-ce que les athlètes, ils ont le temps? Ils ont le temps. Est-ce qu'ils sont disponibles? J'ai parlé de trêve. J'ai parlé de trêve. Même pendant la trêve, chacun a ses occupations, ce sont ses vacances. Mais on se rend compte qu'en tout cas, pour une raison ou pour une autre, c'est toujours le président de truc et jamais ceux qui ont été les premiers acteurs ou les acteurs directs de ce succès. Donc, pour ces deux raisons-là, je suis plutôt réservé sur... Là encore, ça aurait été le capitaine qui portait et qui présentait le trophée, etc. Encore mais là, c'est encore... Max Gradel, non, c'était Franck Kessié finalement vers la fin. Oui, on a eu un capitaine adjoint, etc. Tout ça. Mais le trophée, là, même pendant la trêve, là, on a présenté le trophée à plusieurs institutions, mais ça a très rarement été les joueurs. D'accord. Oui, son point, c'est que ce n'est pas les joueurs qui portent le trophée, sinon ça peut se promener partout. Il est d'accord que le trophée se promène, mais il faut qu'il a rejoint le club. Oui. Voilà, donc pas d'accord pourquoi. Bon, en fait, moi, ce que je voudrais dire, comme vous le dites, c'est la Côte d'Ivoire, donc on aurait demandé au président de la République de se balader avec le trophée, alors. Mais non. Vous voulez forcément présenter l'image du pays. Non. C'est une question rhétorique. C'est une question rhétorique. C'est quand même le premier magistrat, en fait, du pays, c'est lui qui représente... Je pense que trop, c'est trop. Voilà, pour ma part, trop, c'est trop. Il faut arrêter cette façon d'exhiber. Après, ça fait un peu trop folklore. Qu'est-ce qu'on veut prouver? On a pris la Coupe d'Afrique, on a déjà fait assez la fête, on a fini de faire la fête. Même quand on écrit partout, dans tous les pays du monde aujourd'hui, on sait que nous, on a pris la Coupe d'Afrique. Et mieux, si on voulait aller même sur un premier pas, celui qui doit brandir le trophée à la réalité, c'est un athlète. Qu'est-ce que le président de la FIFA? Je comprends déjà que quand il avait été élu, il y a eu beaucoup de bruit. À un moment donné, on a pensé qu'on allait être éliminé. Il veut peut-être se racheter, mais je pense qu'il s'est déjà racheté. On l'a applaudi, ça n'est déjà de trop. Aucun pays, ceux même qui ont pris des trophées continentaux, que ce soit en Amérique, que ce soit en Afrique, on n'a jamais vu ce genre d'exposition. Même la Coupe du Monde. Voilà. Et ça, c'est le problème des Africains. Quand ils ont un petit donc, on assume que vous êtes au courant donc, de ce qui se passe avec, ces pays qui les réseaux sociaux, aujourd'hui, on est informé, on a pris la Coupe d'Afrique. Et puis, ce n'est pas un fait nouveau, on a pris la Coupe d'Afrique en 92. On a pris la Coupe d'Afrique après. Ce n'est pas quelque chose vraiment d'extraordinaire. Le monde évolue, c'est extraordinaire. C'est la troisième étoile. Mais je veux dire, qu'est-ce qu'on recherche à travers ça? Très bien, bonne question. Qu'est-ce qu'on recherche à travers cette exhibition? Vous n'allez pas me dire que c'est cette exhibition-là qui fait que quand on arrive dans les institutions, c'est en cela qu'on peut nous prêter de l'argent. D'accord. Aujourd'hui, je peux répondre un peu à cette question quand même. Qu'est-ce qu'on recherche? Oui, qu'est-ce qu'on recherche? Le buzz? Non, on ne parle pas de buzz. On ne parle pas de buzz. Déjà, le fait qu'on ait pris cette coupe-là. Attends, je finis. J'aurais souhaité que même on parte peut-être dans les villages en Côte d'Ivoire ici, pour la brandir, que d'aller en fait à l'extérieur. C'est notre, comme on le dit. Mais ce n'est pas important. C'est-à-dire que l'excès de nuit, en fait, c'est de trop. En fait. Voilà, l'excès de nuit, voilà, ça fait un peu trop folklore inutile. Je pense que, bon, on n'a même pas encore fait excès. Ce que je suis en train de dire, la question que je suis en train de te poser, à laquelle tu as répondu peut-être, hein, je veux dire, à quoi ça sert? Présenter la Côte d'Ivoire, 3e étoile, cette coupe, c'est un peu comme la couronne de la Miss Côte d'Ivoire qui a un mandat, qui a une feuille de route pour défendre son mandat. OK, rencontrer des institutions, défendre certaines sorties. Et qui est présenté par le président du Comici. Qui est présenté par le président du Comici? D'accord, la coupe est présentée par le président de la fédération. Non, mais en fait, football, merci de me... Non, il te confond. Il veut dire que la Miss Côte d'Ivoire, elle est ambassadrice, c'est elle qui part, ce n'est pas le président du Comici. Et qu'à la rigueur, ce serait un athlète. C'est tout, c'est ce qu'il veut dire. En fait, il veut rire de ta position. Voilà, ça me fait rire, en parlant de rire, ça me fait rire qu'on dise « Ah, ils ont juste gagné la Coupe d'Afrique ». C'est pas grand-chose. S'ils avaient perdu, là, tous les noms d'oiseaux allaient sortir. Non, on n'a pas dit juste gagner. On n'a pas minimisé. Non, on a même minimisé. On n'a pas dit juste gagner, le mot est clair. On n'a pas tous ensemble. On a déjà... J'ai dit, la Coupe d'Afrique, ce n'est pas un fait nouveau pour nous. On comprend bien la situation que nous avons vécue pour prendre cette Coupe d'Afrique. Mais je pense qu'elle a été déjà assez manifestée et assez fêtée. Voilà. Parce que tout excès nuit, qu'est-ce qu'on veut maintenant prouver? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut démontrer? Est-ce que vous connaissez le marketing, ce mot-là? Vous connaissez ce mot-là? Oui, mais le marketing, il a connu. Qu'est-ce qu'on dit? Il y a quelqu'un qui a dit dans les commentaires qui finance les voyages. Quelqu'un a posé la question. Non, moi, je ne suis pas pour deux raisons. Déjà, je suis anti-excès. C'est-à-dire que j'estime que jusqu'à l'indépendance, encore, ça s'y prête
souhaitait. Mais pour moi, ça aurait été plus élégant d'utiliser justement la dernière sortie qui a été faite à l'indépendance, qui était majestueuse et qui avait tout son sens, pour faire une dernière sortie de cette coupe-là. C'est-à-dire qu'on aurait fait le tour et on serait venu terminer avec cette belle parade à l'indépendance. Maintenant, quand on entame, la deuxième raison, c'est que quand on entame un voyage donc, aux US pour montrer la Coupe aux US, ça veut dire qu'on va aller dans tous les pays où la Côte d'Ivoire est représentée pour montrer la Coupe. C'est ce manque de cohérence. Peut-être dans tous les pays où on a besoin d'avoir des intérêts, où on a besoin de rencontrer peut-être la Banque mondiale pour soutenir le championnat ivoirien. Non, comment tu définis les intérêts? Non, non, non. Là, on parle de présenter la Coupe à une communauté de la diaspora ivoirienne qui réside aux États-Unis. Donc, est-ce qu'on est capable, s'il vous plaît, je termine, est-ce qu'on est capable de pouvoir faire ces voyages-là dans tous les pays où la Côte d'Ivoire est représentée? Non. Ça veut dire qu'il y a d'autres moyens de pouvoir se valoriser. Cette CAN, on en est fiers jusqu'à ce que la Coupe reparte. Et je sais que la Coupe ne va pas repartir, elle va rester chez nous. Mais on peut montrer cette fierté autrement. Et je pense vraiment que maintenant qu'on a eu cette Coupe, les yeux sont rivés sur la Côte d'Ivoire. Parce qu'on sait très bien l'état du football ivoirien. Et moi, j'aurais vraiment attendu, donc après toute célébration, après toute fierté manifestée, vraiment de vraies sorties d'Idriss Diallo en train de nous donner de vraies solutions pour le football ivoirien ou de nous partager les avancées du football ivoirien après la position qu'on s'est prise en image, tout simplement. D'accord. Non, moi je ne dis pas tout ce qu'ils ont dit. Tu vas y répondre? Oui, oui. Première avancée déjà, donc le championnat national qui commence bientôt. On a des infrastructures mais extraordinaires qu'on a construites, qu'on a mis en place pour ce qui concerne la Coupe d'Afrique des Nations. Les stades ont été distribués à des clubs en Côte d'Ivoire pour qu'ils jouent dessus. Okay. La façon de communiquer va certainement changer. Le président a besoin de vendre cette Côte d'Ivoire. Tu spécules? Non, je ne spécule pas. C'est des informations qui existent. Mais le simple fait qu'on ait organisé la CAN, on avait déjà les infrastructures avant de la on gagner. Les a construites. À quoi ça va servir prochainement? Quand on a fini de construire et que la CAN est passée, à quoi ça va servir? À les utiliser. Il y a des pays. Mais la FIF n'est pas là que pour la CAN, Éric Landry. Mais non, c'est ce que je suis en train de dire, justement. Elle se met au service du championnat. Ce que je suis en train de dire, c'est que la CAN et cette coupe, c'est vrai que c'est gros, parce que c'est une fierté nationale qui s'étend sur des années de travail. Mais à la fin de la journée, le football ivoirien ne se limite pas qu'à la CAN et qu'à ce qu'on a gagné avec cette CAN. Le football ivoirien, c'est énormément d'autres pans où on n'entend pas justement d'autres pans comme l'instauration de la VAR dans le championnat ivoirien, par exemple, c'est ça? Et tout ce qui s'ensuit. Mais même le niveau de nos clubs locaux, etc. Tout ça. D'accord. Non, je voulais juste dire que je ne pense pas qu'il soit uniquement parti pour ça là-bas. Je veux dire, quand il y a des déplacements officiels, on nous dit qu'il allait voir quelqu'un, le président ou machin. On sait très bien qu'il n'est pas allé juste pour ça. Même le président de la République, Alassane Ouattara, quand on dit qu'il allait voir Emmanuel Macron, on sait qu'il n'est pas allé juste pour ça. Il fait d'autres choses là-bas. Donc, bon, on parle de budget, mais je pense que ce sont des personnes responsables quand même. Mais sinon, je suis d'accord pour le reste. Je suis d'accord que c'est peut-être des sportifs qui auraient dû porter. À mon avis, il y a quand même une stratégie derrière. D'accord. Je pense qu'il y a une stratégie derrière. Et juste pour préciser, c'est cette stratégie voilà. Non, mais nous, on analyse les conséquences. On peut l'interroger ici. Juste pour revenir rapidement, l'arrêté dont on a parlé tout à l'heure, municipal, j'avais un doute pendant que tu parlais. Il est de 2022. Là, je suis allée sur le site de la mairie. Tu reviens derrière. Oui, parce qu'il faut qu'on corrige. Non, 2022. On est dans un autre sujet. Non, pas 2002. On est dans un autre sujet. On va revenir là-dessus. Oui, mais c'est important. Forcément. On va revenir là-dessus, forcément. Il faut appeler quand même une Coupe d'Afrique des Nations. Ce n'est pas une petite chose. C'est la Coupe d'Afrique des Nations. Si les gens ont remporté la Coupe du Monde, et qu'ils n'ont pas exhibé leur Coupe du Monde, ils l'ont gardée dans leur tiroir et pour la perdre après et la rendre. Mais bon, chacun a sa stratégie de communication, de marketing, surtout que le ministère du Tourisme, donc en relation avec la Fédération ivoirienne de football, avec l'ONS et tout ça, vend la Côte d'Ivoire par le sport, avec ce partenariat avec l'Olympique de Marseille pour Sublime Côte d'Ivoire. Sublime Côte d'Ivoire a remporté la Coupe d'Afrique. Peut-être qu'il faut faire des liens, des partenariats aux États-Unis, en Europe. Il faut multiplier ces partenariats-là pour mieux vendre la Côte d'Ivoire et pourquoi pas envoyer des investisseurs sur le championnat national. C'est un lobbying. Je pense que c'est un super lobbying que le président de la FIF est en train de faire. Il faut l'accompagner là-dedans. C'est qu'après qu'on nous dise qu'on a dépensé 200 millions pour le voyage du truc, de notre trophée, et puis finalement, ça nous a rapporté 4, 5, 10 sponsors pour le championnat ivoirien. Il sera diffusé tel comme ça, la Ligue 2 sera diffusée sur telle chaîne, etc. Merci. Voilà, que les retombées au niveau du sport local, ça se ressente, qu'on puisse les ressentir. D'accord. Monsieur le Président Yacine Idriss Diallo, nous vous invitons sur notre plateau pour expliquer à ces Ivoiriens qui ne comprennent pas pourquoi vous allez partout avec la Coupe d'Afrique des Nations. Et puis je tiens à préciser pour leur expliquer cela. En termes juste
justement de communication, pourquoi on décrit ce fait-là, c'est que quand vous prenez le championnat national, par exemple, quelquefois, jusqu'à l'approche du championnat national, vous ne connaissez pas le calendrier des journées. Vous ne savez pas sur quel stade ce sera joué. Il n'y a presque pas de communication. Quelquefois, le site de la FIFA et la page Facebook, il n'y a pas de communication souvent pendant 1 mois, 2 mois. Et lorsqu'on a une communication, c'est le trophée qui est... Pour t'expliquer cela, je ne mets déjà pas d'accord, parce que tu m'as interrompu pendant que je parlais. Donc on n'interrompt pas le présentateur pendant qu'il parle, c'était une chose. Ouais, c'est valable pour tout le monde. Pendant que je parle, on ne m'interrompt pas. Sinon, au coin, d'accord. Et puis derrière ça, je poursuis pour dire que l'information dont tu parles est bien communiquée, c'est viral sur les réseaux, le championnat, le programme, tout ça, c'est un peu connu. On va passer sur ce programme. Donc je pense qu'on va avoir l'occasion d'inviter, on a l'occasion d'inviter le président. Plus personne ne parle sur ce sujet-là. Ouais, on passe à autre chose. Autre chose, c'est justement Arnaud Goï dans sa chronique. On t'a vu à l'écran? Oui, oui. Ah oui, la chronique. Tu es super fort. Ça, ouais. Et tu es aussi fort que le Conseil constitutionnel que nous allons voir aujourd'hui, qui est un organe vraiment de régulation de nos institutions en Côte d'Ivoire et qui a pour rôle principal de s'assurer de la constitutionnalité des normes en Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'une constitution alors ? Alors, comme je le disais, le Conseil constitutionnel est chargé de la constitutionnalité des normes en Côte d'Ivoire. Et la Constitution, pour les juristes, a 2 définitions. Une définition que les juristes appellent définition matérielle et une autre définition qu'ils appellent définition formelle. Au niveau matériel, la Constitution, c'est l'ensemble des règles qui sont relatives à la dévolution du pouvoir, à l'exercice du pouvoir, au fonctionnement des institutions. Et au niveau plutôt formel, la Constitution est un document écrit ou élaboré, révisé selon une procédure solennelle et qui, dès son entrée en vigueur, a une valeur supérieure aux autres normes de droit. Donc, c'est-à-dire que la Constitution est le document le plus important dans un pays, donc toutes les autres normes qu'on aura, les traités, les lois, les décrets, les arrêtés, etc., doivent être conformes à la Constitution. Et le Conseil constitutionnel est justement là pour s'assurer qu'on a ce contrôle-là. Très bien. Alors, concrètement, que fait le Conseil constitutionnel concrètement? Alors, le Conseil constitutionnel a principalement 3 attributions. Il a une fonction consultative, il a une fonction qu'on peut appeler contentieuse, et puis il est chargé du contrôle de constitutionnalité des normes. En termes de fonction consultative, c'est-à-dire que le président de l'Assemblée nationale ou le président de la République, lorsqu'ils ont des projets, des propositions de loi, peuvent demander au Conseil constitutionnel est-ce que leur démarche est conforme à la Constitution. Et dans ce cadre-là, le Conseil constitutionnel va rendre un avis. Donc on va parler de fonction consultative. Ils ont une fonction en termes d'élection, donc ils sont chargés de la régularité des scrutins, notamment du président, du sénateur, du député. Et lorsqu'il y a un contentieux électoral, quand vous estimez par exemple que l'élection présidentielle ou sénatoriale n'a pas été transparente, vous avez la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel qui aura pour rôle de se charger de ce contentieux. Et puis enfin, il a un rôle de contrôle de constitutionnalité des normes, c'est-à-dire quand on prend des lois, quand on prend des traités, on doit les envoyer au Conseil constitutionnel pour qu'il s'assure que ces normes-là sont effectivement conformes à la Constitution. Et justement, comment peut-on saisir alors le Conseil constitutionnel? Alors, il y a différents mécanismes de saisine du Conseil constitutionnel. D'abord, comme je le disais, le président de la République et l'Assemblée nationale, donc 1/10 des députés, un groupe parlementaire, peuvent saisir le Conseil constitutionnel. Quand on a une loi qui va rentrer en vigueur, par exemple, on peut la déférer au niveau du Conseil constitutionnel. Il y a des types de lois, telles que les lois organiques, qui organisent le fonctionnement d'une institution, qui doivent obligatoirement passer par le Conseil constitutionnel. Et il arrive également que les citoyens, notamment tout plaideur, peuvent saisir également le Conseil constitutionnel. Ça veut dire quoi? Que si on est en face d'une loi qu'on estime être anticonstitutionnelle, on doit attendre que cette loi-là nous soit opposé à l'occasion d'un procès. Donc, je vais dans un procès et puis on veut m'infliger une loi que j'estime être anticonstitutionnelle. À ce moment, je soulève l'inconstitutionnalité de la loi et on va suspendre le procès, saisir le Conseil constitutionnel pour s'assurer que la loi est conforme à la Constitution. Et puis enfin, on a les associations de défense des droits de l'homme légalement constituées qui peuvent également saisir le Conseil constitutionnel pour s'assurer que des lois
qui sont relatives aux libertés publiques, aux droits de l'homme, sont effectivement conformes à la Constitution. Donc pourquoi cet outil étatique qui est si fort, si puissant, est-il tant décrié? Ouais, il est décrié déjà à cause de sa composition. Certains estiment que la composition du Conseil constitutionnel est trop politique, parce qu'il faut le rappeler, les membres du Conseil constitutionnel sont choisis par le président de l'Assemblée nationale et par le président de la République pour une durée de 6 ans. C'est vrai que lorsqu'ils sont investis, une fois qu'ils sont désignés, ils ont ce qu'on appelle le devoir d'ingratitude, donc ils ne doivent plus rendre compte au président, mais doivent vraiment s'émanciper, prendre leur autonomie. Mais certaines fois, certains estiment qu'il y a une proximité entre les membres du Conseil constitutionnel et le pouvoir, donc les autorités qui les choisissent, et donc il n'est pas toujours très indépendant. Ce qui fait que dans certains pays, ils ont reformé les mécanismes de choix des membres du Conseil constitutionnel. On a des pays où les membres du Conseil constitutionnel sont choisis à la fois par des politiques, mais également par des organes indépendants tels que la magistrature, les avocats, les professeurs de droit. Et il y a différentes propositions, enfin différents choix de ces différentes instances-là. Et puis c'est le tout finalement qui compose le Conseil constitutionnel. On va y arriver à cette séparation de pouvoir? Oui, on doit y arriver, mais même lorsque les membres sont choisis par le président de la République ou par les membres de l'Assemblée nationale, il y a une maturité institutionnelle et politique qu'il faut avoir dans le pays. Quand on prend l'exemple du Sénégal, on se souvient que le Sénégal a frôlé une crise à l'occasion des élections précédentes, mais le Conseil constitutionnel a su prendre de la hauteur, a su annuler un certain nombre de décisions qui étaient prises par les autorités, même qui l'ont, alors que ce sont les autorités qui désignent les membres du Conseil constitutionnel. Et puis, la hauteur et la maturité du Conseil constitutionnel a évité le pire au Sénégal, et puis la maturité également des acteurs politiques a joué. Très bien. J'ai envie de poser une question. Très bien, tu as le droit. Arnaud Goï, le souhaitable pour vous, dans le cas de notre pays, quelles réformes on peut apporter à notre Conseil constitutionnel, selon vous? Pour le crédibiliser. Il y a une multitude d'écrits qu'on appelle la doctrine en droit sur le Conseil constitutionnel, tant au niveau de sa composition, comme je le disais tout à l'heure, parce que dans certains pays, notamment dans les pays anglo-saxons, vous prenez les États-Unis par exemple, on n'a pas un organe autonome dédié au contrôle de constitutionnalité des lois, mais c'est la Cour suprême et les conseillers de la Cour suprême qui font en même temps office de juge constitutionnel. On a d'autres pays en matière de mécanismes de choix qui ont inventé des systèmes avec des juges, des magistrats, des hauts fonctionnaires, etc., qui interviennent dans les choix. Et puis, il y a surtout la question de maturité des hommes. Il faut être capable, dans un pays, de pouvoir trouver des personnes 10, 15, 8, 9, 12 personnes en fonction du nombre de conseillers. Et c'est la même chose pour les organes chargés de l'organisation des élections. Il faut qu'on ait des personnes qui soient vraiment de valeur dans notre pays. Et je suis d'avis que si, dans notre pays, on n'est pas capable pour le Conseil, pour la commission électorale ou bien pour le Conseil constitutionnel de trouver 10, 15 personnes qui sont complètement intègres et qui peuvent organiser des élections, bon, il faut vendre le pays si vous n'avez pas 10 intègres dans un pays. D'accord. Bravo, merci. Et nous avons instruit. Il dit de vendre le pays, tu dis bravo, merci. Non, mais bravo, merci pour cet exploit. Il n'a pas répondu à la question? C'est pas pour parader. Je me déplace, je viens à côté de toi parce que je te souhaite d'avoir un espace donc, à la rentrée pour ce type de chronique. Parce que tu es très doué là-dedans. J'aime cette équipe, mais je vous aime tous, vous êtes excellents. Et beaucoup de... Non, je vais être sûr que ce n'est pas le trophée que tu veux envoyer. D'accord, merci. Bon, c'était Arnaud Goï, dans sa chronique, il a parlé du Conseil constitutionnel. On fait la pause. Et c'est la deuxième partie de cette émission, le talk des vacances. Nous sommes de retour du JT. Isabelle Vauvor a pris congé de vous. Elle sera là demain, très certainement, donc pour vous donner d'autres pans de l'actualité nationale et internationale. Dans cette seconde partie d'émission, nous avons deux invités. On va y aller tout de suite avec le premier invité du soir. Le premier invité de notre soir, c'est bien Monsieur Pierre-Christophe Kodjo pour saluer toute la commune de Port-Bouët. Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Ça va très bien. Merci d'être avec nous. Merci. Comment se porte la commune et la jeunesse? Elle se porte très bien, surtout la jeunesse, en ces temps des vacances. Très bien. Alors, quelles sont les nouvelles? Les nouvelles sont très bonnes. Et je suis là pour parler d'une activité d'une association qu'on appelle Port-Bouët Ma Famille, qui est une association légalement constituée. On n'est pas là pour parler de l'association, mais déjà, il faut planter le décor pour dire qu'on met à la disposition des membres un certain nombre d'avantages, tels qu'une assurance maladie, des modalités en cas d'événement heureux ou malheureux et
le festival pour la fête des membres pendant les vacances. D'accord. Port-Boué, ma famille. Ouais. D'accord. Elle est composée que de la jeunesse ou c'est tout le monde, toute la population, de la diaspora et même des enfants d'ailleurs. D'accord. Quel est donc l'objectif de cette association? L'objectif, c'est d'abord de faire la promotion de notre commune, rassembler les enfants et selon la thématique de cette 3e édition de notre festival, qui est le retour à la source des enfants de Port-Boué. Retour à la source? De tous les enfants de Port-Boué. Allons plus loin, c'est-à-dire? En fait, aujourd'hui, nous sommes un peu partout. Les enfants de Port-Boué ont vraiment réussi. Et on a décidé comme ça de ramener toutes ces personnes avec tout le background qu'on a pour qu'on puisse les mettre à la disposition. Vous avez des cerveaux qui sont en cabale, donc il faut les ramener. Il faut les ramener, plein comme ça. Quand vous parlez des enfants de Port-Boué, ce n'est pas les enfants, c'est les fils et les filles donc, qui ont vécu à Port-Boué. D'accord, ok. Né, grandi et parti. Comment vous faites? Comment vous les ramenez? On met à la disposition un certain nombre d'avantages. Et on a plein d'activités, on est revenu, on a des endroits où on s'assoit, tels que le club Le Rond-Point, chez l'Honorable. Et on motive nos parents qui sont aujourd'hui dans toutes les caves, un peu partout, de revenir chez nous, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus Port-Boué la sorcière, mais c'est Port-Boué, la commune bénie. D'accord, très bien. Et à quoi, si tu permets, félicitations en tout cas pour l'initiative. Et à quoi on doit s'attendre ce vendredi 23 août? Pour ce vendredi, d'abord, nous avons, pour cette 3e édition, en prélude de cette édition, nous avons entamé la réhabilitation d'une école publique qui est le groupe scolaire Selmer-Commissariat. On a décidé comme ça de prendre nos propres ressources, éviter de tout le temps courir derrière la mairie, tout ça, et avec bien sûr la contribution du premier magistrat de la commune et tous les enfants de Port-Boué. Aujourd'hui, nous sommes à la fin de la réhabilitation des toilettes. Nous avons même balayé l'école parce que c'était vraiment à un état pas possible. Nous avons refait les façades arrière et intérieure et la façade de la clôture. Mais très bien, très bien. Donc, alors, quand vous ramenez tous ceux de la diaspora, quand vous ramenez toutes ces personnes qui sont dites des cerveaux, des enfants de Port-Boué, quand vous vous retrouvez, qu'est-ce que vous vous dites? Quelles sont vos ouvertures pour aider aussi donc, la commune, les jeunes de cette commune-là? Aujourd'hui, on parle d'entrepreneuriat, on parle de prise en charge de soi-même. Comment est-ce que vous les aidez? Est-ce qu'il y a des programmes qui sont prévus? Oui, plein de programmes tels que la mise à disposition d'une assurance maladie qui est subventionnée par la mairie. Et là, on parle d'entrepreneuriat. Là, vous parlez d'assurance. Moi, je parlais d'entrepreneuriat. En termes d'entrepreneuriat, nous avons plein de projets. Nous favorisons des formations. Nous leur mettons à disposition un certain nombre de machines qui leur permettront de revenir investir dans la commune et puis un peu partout. Très bien. Alors, c'est la 3e édition? La 3e édition. D'accord. Dans quel esprit cette 3e édition s'organise aujourd'hui? C'est un esprit de famille conviviale avec plein d'enfants de Port-Boué qui seront sur la scène. Parce qu'on a plein d'artistes qui sont partis de Port-Boué qu'on va faire revenir. Qui sont-ils? Ce sont les enfants tels que Pape Niepo du village, qui va faire la cérémonie d'ouverture. Et plein d'artistes surprises, le temps de finaliser les contrats, parce qu'on ne peut pas les citer, mais là, on vous présente déjà Tamsi. Ils sont à l'affiche, hein. Là, c'est Tamsi, les enfants de Port-Boué sont partout. Voilà, donc je vous rassure, avec une pléiade d'artistes comme ça qui vont venir. Vous êtes dans le monde sportif aussi, apparemment. Oui. Qui, par exemple? On a Jimmy, qui était le gardien de l'équipe nationale en son temps, qui a pris la Coupe d'Afrique, et plein comme ça. Félicitations pour l'initiative. Qui finance? On a la mairie et on a des sponsors, si vous me le permettez, pour ne pas faire de publicité, on peut les citer. Voilà, pour ne pas, parce que... Vous avez des sponsors? Voilà, on a des sponsors. C'est Eric qui gère ici. Voilà, donc mais le premier magistrat, c'est celui-là qui nous accompagne depuis la première édition. Très bien. À qui nous tenons à dire vraiment merci. D'accord. D'accord. Monsieur le docteur. Mais bonne chance à vous. Merci beaucoup. On espère que vous allez avoir beaucoup de monde déjà. Oui, ça va durer sur 3 jours, c'est ça, ce festival? Sur 3 jours. Ça commence exactement le 23 août. Au 25 août. D'accord. À la rue des Sulures, sur le prolongement du groupe scolaire Port-Boué 4. Tous les enfants de Port-Boué connaissent. Vous avez une belle commune avec les plages et tout ça. Oui, on a plein de choses. Et puis on a la réhabilitation des plages, on a plein de choses. Et nos partenaires pour cette année ont prévu, et nous, accompagner nos enfants du groupe scolaire dans lequel on réhabilite les toilettes. On a prévu de donner, parce que c'est 2 classes, le CP1A et le CP1B. Moi, j'ai fait EPP Port-Boué 4. Voilà, donc c'est l'école qui est juste derrière l'école où j'ai fréquenté.
Et on leur met à disposition les fournitures scolaires à cette rentrée. On les accompagne jusqu'au CM2. C'est très bien. Et puis les activités récréatives et plein de choses comme ça. Et jusqu'à la fin de l'année, on va réhabiliter 2 écoles entièrement, grâce à nos partenaires et nous-mêmes nos ressources. Dans cette vie-là, on se dit que quand tu avances, il faut toujours regarder dans le rétroviseur de la vie pour savoir d'où tu viens et s'il y a à aider ceux qui sont restés là d'où tu es venu. C'est bien. Que c'est une belle initiative. Donc merci à tous ces jeunes-là, merci à vous d'être venus sur notre plateau. Merci. Et puis excellente fête, on va venir manger du poisson braisé, fumé. Même si vous n'avez plus l'abattoir, c'est pas grave. Non mais l'abattoir existe encore, le point est braisé. Ah d'accord. Voilà. Sous une autre forme. Voilà, merci. Voilà. Allez, merci à vous. Vous êtes invités. D'accord, on sera là, on le raccompagne. Merci. Et puis là, il fait sur toutes nos affiches, donc... Bah oui, si vous êtes sur notre plateau et que vous n'avez pas fait ça, ça va être compliqué. Merci, on vous dit au revoir. Merci. À très bientôt. À très bientôt. Donc, poursuivons cette émission avec le deuxième invité. Avec le deuxième invité de la soirée de cette émission. Deuxième invité. Le deuxième invité la réclame. Le deuxième invité est une grande star du sport. Il est grand de taille, il sait lancer ses pieds, il est très agile et il a été le seul à nous ramener de ces JO de Paris 2024 une médaille, celle de bronze. Madame, monsieur, on accueille Cheikh Cissé Salah sur notre... Cheikh Cissé Salah sur notre plateau. Quel honneur! Bravo. Quel honneur! Bravo, champion! Bonsoir, bravo! Quel honneur! Cheikh Cissé Salah. Le pied, ça va? Ça va. Très bien. Plus de peur que de mal. Plus de peur que de mal. Comment on arrive à se battre à faire un sport durant lequel on utilise les pieds et gagner? Comment on fait? Avec le cœur. Avec le cœur, et quand on est supporté par 28 millions d'habitants, 28 millions de jeunes Ivoiriens, on est en mission et on doit le faire. Très bien. La médaille, elle est là. On va la sortir. On va la sortir. Et la laisser ouverte, présentée pendant toute cette émission. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour la médaille de bronze? Dis à Arnaud de ne pas... Il n'a pas dit on ne se balade pas avec les trophées. Voilà, très bien, attention. Non, ça va. Tout va bien? Vous n'avez pas dit que le trophée de truc là, on se balade pas. Il s'est baladé avec. Il y a des gens ici sur le plateau, en première partie de cette émission, qui ont critiqué le fait que le président de la Fédération ivoirienne de football se promène avec la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, laissez ça. Ne touchez pas cette médaille. Vous avez critiqué. Je pense que la première question, c'est allez-vous aux États-Unis avec cette médaille? Allez-vous présenter cela? Présenter? Non. Of course. Ok. D'accord, Cheikh Cissé Salah, bienvenue sur notre plateau. Merci. Quel est le sentiment aujourd'hui d'être le seul athlète, quand même, parmi les 13 à revenir avec... Des sentiments de fierté. Voilà, je représente la Côte d'Ivoire, je représente tous ces jeunes Ivoiriens. Et il était inadmissible pour la délégation, pas seulement moi, de revenir des Jeux Olympiques de Paris. Sans médaille. Et donc, en tant que capitaine de la délégation, je pense que j'ai fait le boulot et je suis fier. Et ça se voit aussi que tous les jeunes, toute la Côte d'Ivoire est fière de moi. Très bien. Ouais. En tant que capitaine, quand on prend l'avion ensemble, toute l'équipe est rassemblée, et on part à des compétitions pour représenter tout un pays. Quel est le mot d'ordre qui est donné par le capitaine et pourquoi pas par le chef de délégation? Alors, c'est des mots d'ordre de patriotisme. On ne va pas pour nous, on ne se représente pas notre famille, on représente la Côte d'Ivoire. Et donc, c'est ce genre de mots-là qu'il faut lancer pour se galvaniser. Vous avez vu que j'étais assez touché. Et sans tous ces Ivoiriens qui me soutiennent, ça n'allait pas être possible. Et donc, voilà, c'est ça. Très bien. Voilà. Comment s'est passée la préparation au niveau des JO? J'ai vu que vous étiez blessé, je crois, à la jambe gauche 2 semaines avant, si je ne me trompe pas. Est-ce que ça a eu un impact sur les Jeux? Ah non, ça s'est super bien passé parce que je tiens aussi à saluer le président de la République, Alassane Ouattara et la première dame Dominique Ouattara qui ont soutenu, pas seulement moi, mais tous les athlètes de la délégation afin qu'on puisse avoir une préparation parfaite. Et voilà, on est arrivé là-bas dans de bonnes conditions, préparation parfaite, mais c'est le sport et nous sommes habitués à faire des compétitions et être blessés, mais voilà, il ne faut pas s'arrêter sur ces blessures-là. Et en plus, j'étais porte-drapeau, porte-drapeau et en plus capitaine, donc il fallait le faire. Et je pense que ça s'est bien passé. Pardon, je prends un peu le pas sur mes collègues, excusez-moi. Est-ce qu'il y avait une délégation ivoirienne là-bas qui vous a soutenu? Oui. C'est vrai? Oui. Ah, il y avait merci. une très grosse délégation, le ministre des Sports, que je tiens à saluer, le ministre délégué au sport. D'accord. Merci, Super. Silas Mej,
le président Jean-Marc Yassé, président de la fédération, qui nous aide aussi beaucoup. Et, ouais, très grande délégation. Et justement, pendant qu'on était en train de célébrer, il y avait ces rabat-joie qui disaient il n'a eu que la médaille de bronze. Qu'est-ce que vous répondez à ces rabat-joie? Je veux dire que... Au regard de tout ce que vous avez gagné avant, médaille d'or. Non, même pas ça. Je veux dire que pour un athlète de haut niveau, participer aux Jeux Olympiques, c'est un luxe. Participer, j'ai pas dit avoir une médaille. Avoir une médaille, c'est tout autre chose. On est des athlètes, je sais pas combien d'athlètes au taekwondo, et revenir avec une médaille, c'est quelque chose de... Et pas ma première. J'ai participé à 3 Jeux Olympiques, je fais 2 médailles. Il n'y a rien à dire. Je suis très heureux. Voilà, mon coach, il est très heureux. Et voilà. Ouais. D'accord. Mais maître, moi, ce que je veux savoir, vous vous êtes senti sous pression à un certain moment. Après, vous êtes allé à 13, vous avez été le seul. La pression est venue à quel moment? Beaucoup de pression, parce que d'abord, on est à Paris. Et connaissant les relations parfaites, les relations diplomatiques parfaites entre la Côte d'Ivoire et la France, aussi que mon fils, il est français, ivoiro-français, ma femme aussi. Donc, les Jeux Olympiques, c'était comme à la maison. Donc, eux aussi, avec tous ces jeunes, vous savez, être athlète pour la Côte d'Ivoire, c'est pas facile. Hein. Les réseaux sociaux, tout ça. Et donc, et en plus, mes collègues, la délégation, ceux qui ont combattu au début, ont commencé à perdre. C'était quand même assez difficile. Ouais. Donc, à chaque jour, quand une personne de la délégation perdait, l'étau se resserre. Ah ouais, et je regardais mes parents, oh, toi, on compte sur toi, tu vois. Donc, au fur et à mesure, c'était difficile, mais... Voilà, mon épouse, ma famille étaient près de moi, ces Ivoiriens. Je recevais des messages pour me motiver. Et voilà, je pense que c'est ce qui a été mon point fort pour aller décrocher cette médaille. Cheikh Cissé Salah est passé d'une catégorie à une autre. Ouais. Comment ça se prépare? Je veux dire, on rencontre des gens qui sont moins balèzes au début, on remporte des médailles, et on passe à une autre catégorie, on va rencontrer des gens encore plus balèzes. D'accord? Comment on se prépare? Et est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est un choix? Oui, c'est un choix. Ça fait 10 ans que je fais le haut niveau. D'abord, j'étais en moins de 80 kilos. Et vous savez, quand on prend de l'âge, quand on grandit, la masse musculaire aussi, elle augmente. Donc voilà, après les Jeux Olympiques de Tokyo, où j'ai perdu, voilà, moi et mon entraîneur, on a pris la décision de changer de catégorie, où j'allais être quand même mieux dans ma meilleure forme. Et voilà, comment ça se prépare? C'est l'équipe. Mon équipe est très professionnelle. La fédération est avec moi. Tout le temps, mon entraîneur, mon préparateur physique, mental, et c'est tout ça qui fait que voilà, on peut changer de catégorie et continuer à exceller dans son sport. Quand vous dites ça comme ça, on a l'impression qu'il n'y a pas eu de difficulté du tout dans la préparation parce que ça fait jaser quand même en Côte d'Ivoire. Quand on parle de très bien. Beaucoup de difficultés parce que d'abord, ma femme, j'ai un enfant de 3 mois et c'était difficile. M'entraîner en Espagne et ma femme qui est en France. Le mal du pays, j'ai aussi envie de faire mon PA à Abidjan. J'ai envie de manger mon foot, tout ça. Et donc, voilà, l'entraînement joue du lundi au vendredi 2 fois par jour. Après, prendre l'avion, aller voir son fils ou rester avec sa femme pendant qu'elle... C'est difficile. Et les blessures aussi. Pendant que tu es blessé, tu ne dois pas abandonner, tu dois continuer à t'entraîner et faire des résultats. Pas seulement t'entraîner et compétir, mais faire des résultats. D'accord. Il y a beaucoup de difficultés, mais je pense que... Ça, c'est des difficultés personnelles. Je vais être un peu vicieux, je vais encore plus loin. Au niveau de l'organisation, le soutien apporté par l'État de Côte d'Ivoire, par la Fédération, ça a été beaucoup critiqué. Vous avez eu les apports qu'il fallait? On a la chance d'avoir un président de fédération? Non, pas le président de la République. Très bien. Un leader qui pense à la jeunesse. Vous savez, on est dans l'année de la jeunesse. Et en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, rien n'est pris au hasard. Aujourd'hui, au football, on a de bons résultats. Au taekwondo, on a de bons résultats à tous les niveaux. Et donc, je salue ce geste du président. Donc, tout s'est bien passé pour ces Jeux Olympiques de Paris. Ouais. D'accord. Une question, Cheikh. Qu'est-ce qui n'a pas marché en fait en demi-finale? Si vous devriez dire quelque chose, qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que là, moi, je vous dis, je suis de ceux qui avaient parié ma tête pour que vous envoyiez en fait le trophée, l'or. Donc, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous savez, excusez-moi de parler de moi, la troisième personne. Cheikh Cissé combat depuis 10 ans, il est au haut niveau depuis 10 ans. Et quand je vais dans une compétition, je suis l'homme à abattre. Tout le monde connaît, tu tapes Cheikh Cissé sur Internet, on connaît tous ses mouvements. Et donc, le jeune anglais, voilà, il ne dort que Cheikh Cissé, il se réveille Cheikh Cissé, il regarde tout. Je l'ai battu 2 fois, je pense, et cette fois-ci, il m'a pris de vitesse parce que voilà, il s'attendait à moi, il a tout calculé. Et bon, c'est le sport. On ne dira pas que qu'est-ce qui n'a pas marché. Tout a marché parce qu'on revient avec une médaille. Il ne faut pas regarder le côté positif. C'est que la Côte d'Ivoire, l'Afrique de l'Ouest francophone revient avec une médaille. C'est le plus important. Tel que les autres étudient Cheikh Cissé. Est-ce que Cheikh Cissé étudie ses adversaires? Je peux étudier une personne, 2 personnes, mais pas tout le monde. Vous savez, le truc, c'est que faut se réinventer à chaque fois que tu rencontres les athlètes.
Parce que voilà, on se connaît, je suis le numéro 1 mondial, champion du monde en titre. Et à chaque athlète, il faut se réinventer. Tout le monde veut te frapper, hein? Tout le monde veut te frapper, tout le monde veut taper sa poitrine. C'est difficile, mais on essaie de... Est-ce qu'on va mettre cette défaite-là sur le compte de la blessure? La blessure. Il n'y a pas de problème. Moi, la question réponse que je voulais poser, c'est quand même impressionnant, champion du monde, Jeux olympiques quand même surpassé. Vous revenez aujourd'hui encore avec une médaille, une longue carrière, et puis toujours au top niveau. Jusqu'à présent, vous n'êtes pas descendu. Est-ce qu'à un moment, vous allez nous raconter votre histoire, un ouvrage, quelque chose comme ça pour transmettre? Parce que c'est quand même gros, ça. Non, je donne l'exclusivité. Je pense qu'il y a un documentaire que je dois sortir. Très bien. Il y a aussi un livre que je dois sortir, donc vous aurez les dates vous anticipez, on allait en parler. En temps venu. Très bien. Pour parler de toute cette belle carrière. D'accord, c'est une très belle carrière d'ailleurs. Qui n'est pas finie, bien sûr, Los Angeles 2028. Justement. Yes. On vous retrouvera? Oui. Mais justement, il faut nous parler des perspectives, les prochains challenges de Cheikh Cissé. Il y a tellement de choses. Tellement de choses. Déjà, c'est sûr que je serai à Los Angeles. Mais pour l'instant, voilà, je veux profiter de cette médaille avec toute cette jeunesse. J'ai été membre porte-drapeau. Le président de la République, je suis en attente, il est en vacances actuellement, et donc je suis en attente pour le président présenter la médaille. Et aussi, je vais profiter avec mon enfant, avec ma famille, et on verra. D'accord. Passez-nous la médaille pour qu'on puisse bien la présenter. Donc, la médaille que tu vas présenter à Los Angeles. Voilà, très bien. La médaille, cette médaille doit faire le tour du monde. Oui, c'est normal. Comme la Coupe d'Afrique des Nations. Il dit qu'il n'est pas pour. Il n'a pas dit ça. Quand on est porte-drapeau, et qu'on est les seuls à avoir la médaille de bronze, qu'est-ce qu'on dit aux autres? Qu'est-ce qu'on dit aux autres compétiteurs au niveau de l'athlétisme, tous ceux qui ont perdu, donc ceux de votre équipe? Qu'est-ce que vous leur avez dit? On a vu les filles pleurer sur les vidéos. Il faut pas arrêter de rêver. Pour arriver à ce niveau-là, j'ai perdu à Tokyo. J'ai gagné à Rio, j'ai perdu à Tokyo, mais j'ai été champion du monde. Et là, maintenant, médaille de bronze. Il faut continuer à rêver, il faut travailler aussi et il faut surtout persévérer. Parce que la persévérance, ça paye toujours. Très bien. Il y a un signe que vous faites chaque fois, un geste, vous mordez la médaille. C'est quoi la symbolique? Ça veut dire quoi? C'est la médaille olympique, voilà. C'est un biscuit, en fait. J'ai eu le biscuit. On peut toucher la médaille Non. Je suis le seul. Non. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Je sais que c'est ça là. Merci d'être venu ici sur ce plateau. Merci. On vous souhaite bon vent. Bravo. On était tous contents sur ce plateau. Toute la Côte d'Ivoire est contente aussi. On comptait sur vous. Vous avez réussi. On espère que tous les autres suivront. Et on espère qu'il va venir présenter son ouvrage ici. Bah oui, absolument. Avec plaisir. Absolument, on vous attend. Et je vous souhaite à vous tous qui nous regardez d'avoir une médaille dans toutes vos compétitions, compétition de la vie, compétition de la rentrée scolaire, réussite à l'école pour vos enfants, réussite sur ce plateau de vacances. À chacun de vous, je vous souhaite une médaille. Et tous ensemble, sur ce plateau, on va dire quoi? Shalom. Shalom. Au revoir.